Bienvenue, chers internautes, pour cette deuxième session sur l'Afrique. Nous sommes toujours en direct de l'Hôtel de Ville de Paris et nous allons parler innovation, innovation au cœur des villes africaines. C'est le thème donc de cette dernière table ronde. L'Afrique est le continent le plus jeune qui connaît la plus forte croissance démographique. Comment faire face à l'explosion urbaine sur le continent dans un contexte d'urgence climatique ? Quelles innovations pour désengorger les villes africaines, mais aussi pour les nourrir et les garder vivables? Qu'est-ce qu'une Smart City? Un concept gadget ou une réalité? Peut-on envisager un leapfrog urbain et à quelles conditions? Et comment faire en sorte que ces innovations soient sociales et solidaires? Avant la crise, nous avons vu qu'il n'y a de riposte possible que dans une approche partenariale, public-privé, grands groupes start-up, ville-campagne, nous en reparlerons avec Sarah, Europe-Afrique. C'est donc toujours ensemble qu'on trouve des solutions et c'est ce que nous allons voir donc tous ensemble avec mes invités. Donc Sarah Toumi, entrepreneuse et membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Étienne Girose, président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique. Bonsoir. Et Arnaud Ventura, PDG de Share Africa. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à tous les trois dans cet endroit magnifique. Où il n'y a pas de public, mais où on est ravis d'être avec vous, chers internautes. Je me tourne tout de suite donc, vers Sarah Toumi. Votre parcours illustre cette dimension partenariale que j'évoquais tout de suite, car vous avez en fait deux casquettes. Vous êtes à la fois une entrepreneuse dans le domaine de l'agroécologie, vous allez nous raconter, et membre du CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, lancé en 2017 par le président Macron pour réinventer la relation Afrique-France en s'appuyant sur la diaspora. Nous allons parler de numérique avec vous, car avec la crise, on a constaté sur le continent une formidable accélération du numérique. Vous allez nous en parler. Quel impact, justement, ce numérique a eu dans le réaménagement des villes et plus particulièrement dans vos activités de start-upeuse? Merci Delphine. En effet, le numérique on peut dire que le numérique a fait des tentatives pour nous sauver. Et la crise Covid a fait sauter des verrous. Notamment en Afrique, où jusqu'à présent, on avait du mal, notamment à mobiliser le secteur public sur la digitalisation, la dématérialisation. Tout ceci a dû se mettre en place grâce au Covid. Quelque part, on y voit les aspects positifs, mais aussi pour les entreprises et plus généralement pour le développement des villes et leur pérennité. Puisque, on l'a bien vu pendant la crise Covid, les questions notamment de sécurité alimentaire ont été au centre. Comment faire pour assurer la sécurité alimentaire des citadins alors qu'ils sont déconnectés du fait de l'absence de transport de leur campagne qui, elles, produisent la nourriture. Tout ça, c'est des questions qui ont été centrales et qui ont permis de connecter les enjeux économiques et aussi les enjeux de développement durable et plus largement de développement socio-économique et environnementaux. Donc ça a fait évoluer tout le monde, à la fois le public, le secteur public, le secteur privé, et puis les entreprises. Justement, dans votre activité, vous avez fait évoluer les choses au regard du Covid, et je crois que, justement, en mars prochain, vous allez lancer un nouveau service pour la ville, justement, pour connecter les villes et les campagnes. Absolument. Au départ, Acacias for All, quand je l'ai créé en 2012, c'était une entreprise sociale qui avait vocation à structurer des filières agroécologiques. Et en fait, en Tunisie, on fait face à un problème, c'est que les parcelles agricoles sont très petites. Et donc, les agriculteurs, et en particulier les femmes agricultrices, n'arrivent pas à accéder à des marchés internationaux parce qu'ils sont trop petits. Donc, à travers le digital, on a mis en place un outil qui permet d'agréger toutes ces agricultrices pour ne faire finalement qu'une unité de valeur qui permet en fait de les connecter aux marchés internationaux. Mais là, avec le Covid, on a complètement repensé les choses parce qu'on s'est rendu compte que c'était bien de connecter ces agriculteurs à l'international et à la planète, mais il fallait déjà les connecter au territoire. Et c'est là l'enjeu de l'application qu'on sortira au mois de mars, c'est de faciliter la mise en place des circuits courts en Afrique, avec un pilote qui démarrera donc en Tunisie pour connecter les citadins avec les agriculteurs à 20 km autour d'eux. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, donc on voit le numérique permet vraiment finalement aux villes de faire évoluer leur aménagement et de jouer leur rôle de lien avec les campagnes et dans l'approvisionnement, effectivement, donc
alimentaire. Je me tourne maintenant donc vers Étienne Giros. Donc vous êtes, comme je disais, président délégué donc du CIAN, le Conseil des investisseurs français en Afrique. Les membres du CIAN génèrent ensemble près de 80% de l'activité économique française sur le continent africain. Comment donc les membres, de par leurs activités, accompagnent-ils l'émergence de villes durables en Afrique? Et au regard de votre expérience, quel état des lieux vous pouvez faire justement sur la situation des villes en Afrique? Merci Delphine et bonjour à tous. Je crois que pour répondre à votre question, la première des choses à faire, c'est de convaincre les entreprises françaises de s'intéresser à l'évolution des villes et à l'urbanisation. Il faut qu'elles soient persuadées que le défi que nous avons tous collectivement, les Africains et les entreprises technologiques notamment françaises à relever, est absolument gigantesque. Je ne voudrais pas vous embêter avec les chiffres, mais je voudrais quand même rappeler que dans les 30 ans qui viennent, 950 millions d'habitants de plus vont habiter dans les villes en Afrique. Deuxième chiffre qui est très frappant et qui doit guider toute notre action, 66% des habitants dans les villes ont moins de 30 ans. Donc c'est une population hyper jeune. Et troisième chose qu'il faut savoir, en 2025-2026, on ne sait pas exactement, ou peut-être 2027, c'est l'année du basculement. C'est l'année où en Afrique, il y aura plus d'habitants dans les villes que dans la ruralité. Voilà, donc ça va changer. Et ben voilà, donc en face de tout ça, c'est un défi absolument gigantesque. Alors il y a des enjeux absolument énormes, il y a des caractéristiques qu'il faut que les entreprises connaissent, parce que si elles ne les connaissent pas, elles ne peuvent pas bien agir, elles ne peuvent pas nouer les bons partenariats. J'en citerai quelques-unes. Par exemple, le fait que la croissance des villes en Afrique, que tout le monde connaît, c'est absolument gigantesque, des millions et des millions de plus d'habitants, se passe horizontalement. Une ville africaine, elle se déplace, elle s'agrandit horizontalement, si vous y réfléchissez. C'est pas Singapour, c'est pas Dubaï et c'est pas Hong Kong. Ce n'est pas des immeubles de 50 ou 100 étages. Et donc ça, il faut le changer parce qu'on ne peut pas évidemment passer d'une ville de 25 millions d'habitants comme Lagos à 50 millions en s'étendant horizontalement. Autrement, il n'y a plus de terre pour nourrir ces villes et par ailleurs, ça coûte beaucoup plus cher en termes de services communs de la ville. Donc ça, par exemple, c'est un premier défi. Et je pense que les entreprises françaises, elles ont du savoir-faire là-dessus. Il y a un deuxième défi qui n'a rien à voir, mais qui est tout aussi important, et je pense que tous les auditeurs le connaissent, c'est celui du cadastre. Il y a beaucoup de problèmes et d'absence en général de cadastre en Afrique. Si vous voulez loger et déplacer des dizaines de millions d'habitants, trouver des terrains pour construire des quartiers, il faut déjà résoudre le problème du droit de propriété. Et ça, les entreprises françaises et même la puissance publique française peuvent aider avec les compétences que nous avons en termes d'aide au développement. Et comment justement les membres du CIAN peuvent-ils favoriser l'émergence d'une innovation spécifiquement africaine et adaptée finalement? Car ce qu'on recherche finalement, c'est un modèle africain. C'est ça qu'on cherche. Oui, alors je crois que pour réussir cette affaire-là, il ne faut pas que ça vienne d'en haut. Il faut absolument associer les populations locales et les pouvoirs publics locaux. Et donc, je pense qu'il faut beaucoup s'appuyer sur les start-up africaines qui ont beaucoup de savoir-faire là-dedans, mais aussi les groupes et les sociétés françaises qui ont une inventivité. Moi, je connais beaucoup d'entreprises en province qui ont développé des produits qui répondent à toutes ces solutions absolument extraordinaires. Et peut-être je pourrais en donner quelques exemples pour illustrer pour les auditeurs. Par exemple, et tout ça, ça passe beaucoup par le digital, objectivement, il faut reconnaître. On en parlait à l'instant. Mais le digital, ce n'est pas une panacée. Il ne faut pas sauter comme un cabri en disant le digital va résoudre le problème de l'urbanisation en Afrique. Non, il faut associer les solutions du digital avec des plans décidés localement par les autorités et des plans d'urbanisation et un schéma directeur quand même. Autrement, c'est un peu du n'importe quoi et c'est de la mode. Alors, exemple, le paiement des services publics en ville par le e-paiement, par le digital. Donc, par le paiement de l'eau, le paiement de l'électricité. Ça, des entreprises françaises le font et ça marche très bien. Ça permet d'assurer l'investissement. Deuxième exemple, l'épuration de l'eau avec des petites unités mobiles qui se déplacent dans les quartiers. Ça évite de ne pas faire des tuyauteries grandes qui coûtent trop cher, etc. Voilà un type d'exemple qui peut se faire. Et j'ajoute un autre, dans les grandes villes, l'e-santé, très important. On peut soigner les gens par le digital. Merci, effectivement. Pas le digital qui soigne, c'est quand même des médecins, je rassure les auditeurs. Oui, d'accord. En fait, justement, vous avez rebondi sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que c'est une approche partenariale, c'est-à-dire entre, d'un côté, évidemment, les gouvernements, mais également le secteur privé, entre les start-upers et les groupes internationaux. On sait bien sûr que les investisseurs internationaux ont une importance cruciale pour le développement de l'Afrique, mais que si on veut faire émerger un vrai modèle, il faut pouvoir trouver des solutions qui soit spécifique à l'Afrique, c'est le fameux leapfrog, et aussi qu'on puisse compter sur sa jeunesse, car c'est
forces de l'Afrique. Je me tourne donc maintenant vers Arnaud. Arnaud, vous êtes entrepreneur et vous avez donc monté des entreprises, cofondé Planète Finance, vous avez fondé Baobab, très connu, une start-up très connue, vous pouvez nous en parler 2 secondes. Et vous vous lancez donc avec Share Africa, qui sera donc le forum de clôture de la saison 2020, qui est devenue saison 2021, on en reparlera juste après, et qui est donc un forum que vous souhaitez dédier à l'innovation, à la jeunesse et à la créativité. Quelle est, vous, votre vision de l'innovation sur le continent et pourquoi, en tant que, justement, entrepreneur sur le continent africain, pendant des années, vous êtes décidé à lancer ce forum? Merci Delphine. Bonjour à tous. Déjà, alors, beaucoup de questions, mais en résumé, pourquoi déjà l'innovation et l'Afrique? Donc, Share Africa, l'idée de Share Africa vient du fait que, principalement, on pense trop et on voit trop l'Afrique avec un regard qui, moi et au-delà de moi, un groupe d'amis, principalement africains d'ailleurs, nous a semblé décorrélé de la réalité. La réalité, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'innovation, il y a énormément de choses qui se passent, justement pour la jeunesse. Étienne en parlait tout à l'heure, mais la jeunesse en Afrique, c'est quand même une majorité de pays dont la moyenne d'âge est inférieure à 18 ans. C'est quand même un continent dont, d'ici 30 ans à 40 ans, sera la première population mondiale. On parle à la fin du siècle, 4 milliards d'habitants, ce sera plus que l'Asie, bien plus que l'Europe et que les États-Unis confondus. Donc c'est un continent où il y a une jeunesse qui peut être vue et qui est parfois dépeint comme un problème, qui, moi, me semble une merveilleuse opportunité. Et parce que la jeunesse, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est des idées nouvelles, et ça se transforme en start-up, ça se transforme en création, en idées, etc. Et donc moi j'ai eu l'occasion de voir Baobab, vous en avez dit un mot. On s'est spécialisé dans le financement des petites entreprises. Lors de ma dernière année à la direction de cette entreprise que j'ai créée il y a 10 ans, on a financé 1 million d'entrepreneurs à qui on a prêté 1 milliard d'euros. C'était essentiellement des petites entreprises, beaucoup de jeunes à la tête de ces entreprises. Et donc j'ai vu de très près la créativité en Afrique pendant plus de 10 ans. D'où l'idée de la création de Share Africa pour mettre en valeur ces créations et ces innovations. D'accord, très bien. On y reviendra un peu plus précisément. Je voudrais revenir sur le contexte de la crise. Vous voyez, aujourd'hui, nous faisons cet événement. Il n'y a personne donc, dans la salle. C'est très différent de l'an dernier où nous avions avec nous Stéphanie Rivoal qui annonçait le sommet Afrique-France qui devait avoir lieu à Bordeaux en juin dernier. Ce sommet qui a été annulé, puis reporté donc à juillet prochain et qui aura lieu finalement à Montpellier. Ce que je trouve intéressant, c'est que, pour revenir au thème d'aujourd'hui, c'est que le sujet qui avait été choisi pour le sommet, c'était précisément les villes durables. Et donc, c'est le sujet que sur lequel je voudrais vous questionner chacun. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir. Donc, je me tourne d'abord vers Sarah. Je le disais tout à l'heure, donc vous représentez le CPA, donc le président Macron a annoncé donc à Ouagadougou pour qu'il voulait réinventer la relation Afrique-France. En quoi c'est justement par cette approche de ville durable que l'on peut réinventer la relation et finalement innover dans la relation Afrique-France en ayant ce prisme de la ville durable? En fait, au Conseil présidentiel pour l'Afrique, on est convaincu que ce sont d'abord les personnes et les personnalités qui font la relation. À la fois en France et sur le continent. Donc quand on sait qu'une grande partie de la population vit dans les villes, évidemment, on se tourne on se focalise d'abord sur ces zones géographiques. Pourquoi la ville durable? Déjà évidemment parce que la France a une expertise internationale sur ces questions de ville durable, des entreprises à la pointe. Mais aussi parce que quand on parle de ville, on ne parle pas seulement d'infrastructures, on ne parle pas seulement de bâtiments, on parle aussi d'éducation, de santé, d'entrepreneuriat, de gouvernance, de démocratie locale. Et donc tous ces sujets sont des sujets qui sont au cœur de cette nouvelle relation entre la France et le continent. Tout à fait. Et la notion de ville, d'ailleurs, on est à l'hôtel de ville de Paris aujourd'hui et on voit bien justement que, et demain nous fêterons donc les 50 de l'accord de Paris, il y a beaucoup d'associations entre les villes au niveau mondial. On voit bien qu'en termes de gestion, c'est une vraie question et que l'échelle de la ville permet effectivement de construire un futur et peut-être de construire de nouveaux modèles. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Étienne Giros, justement, Sarah vient de nous parler de ces champions français, dans les domaines de la ville durable.
durable, de l'eau, les déchets, les mobilités. Est-ce que justement, cette approche française pourrait participer à l'émergence d'un modèle africain de Smart City, à votre avis? Est-ce que justement... Oui, je crois que oui, et Sarah et Arnaud avaient tout à fait raison de souligner ces points d'une collaboration nécessaire. Je crois que le temps où les grands groupes français pouvaient venir en Afrique, construire un pont, construire un quartier nouveau, un peu seul, suite à un appel d'offres financé par la levée de fonds, ça c'est fini. Je crois que ça ne marchera pas à l'avenir. Et d'abord parce que je pense que nous devons avoir tous un objectif, c'est de construire des villes ou des extensions de villes frugaux, ou frugales plutôt. Donc il faut des villes qui consomment peu, qui sont écologiquement propres, etc., etc. Donc ça c'est quand même un nouveau modèle. Et ce modèle-là, avec l'impact sociologique que je disais, il ne passe que par la collaboration. Et moi je vois 4 types de collaboration, et les entreprises, elles ne réussiront pas si on ne met pas toujours en place les 4 types, et les chefs d'entreprise, ils doivent arriver avec cette idée-là. Premièrement, c'est la collaboration entre le privé et le public. Donc il faut que les pouvoirs publics définissent ce qu'ils veulent, et que les entreprises répondent à leurs besoins. Ça, premier point. Deuxième point, la collaboration entre l'informel et le formel. Vous savez que le sujet de l'informel est extrêmement important en Afrique. 80% des gens qui travaillent et qui vivent en Afrique travaillent dans l'informel. Donc vous ne pouvez pas développer une ville de 3, 4, 5, 10 millions d'habitants de plus sans concevoir cette question-là. Troisièmement, c'est une collaboration entre les entreprises françaises et les entreprises africaines. Ça, c'est absolument nécessaire. Et quatrièmement, c'est une collaboration entre les entreprises qui sont dans les start-up et dans le modernisme le plus grand et la vieille économie. La vieille économie n'est pas morte. Il faut des câbles, il faut du parpaing pour monter des immeubles, etc. Mais il faut que tout ça soit intelligent. Donc, les chefs d'entreprise, les pouvoirs publics, ils doivent toujours être habités de cette idée-là. Avec qui je vais travailler? Et donc, ça posera un autre problème sur lequel on pourra rebondir, c'est le problème des plateformes. Il faut que les gens se rencontrent. Très bien, merci. Arnaud, vous voulez, vous qui justement avez monté Baobab, peut-être réagir sur ce que vient de dire Étienne? Non, moi je crois que, on en disait un mot tout à l'heure, mais l'avenir de l'Afrique, de mon point de vue, est largement lié à l'innovation sur des tas de sujets. Sarah le disait tout à l'heure, sur l'environnement, par exemple. On parlait de l'environnement. Si demain l'Afrique poursuit le même développement que l'Europe a poursuivi, ou que plus récemment la Chine a poursuivi, quel monde va-t-on avoir? Quel monde carboné va-t-on avoir? Donc c'est l'innovation qui va permettre à l'Afrique de se développer en étant propre, ce qui sera à la fois souhaitable pour l'Afrique, on en a parlé dans le panel précédent, mais qui sera nécessaire pour le reste du monde. Parce que si on passe de 1 milliard à 4 milliards d'habitants avec une trajectoire carbonée, c'est-à-dire avec des véhicules à l'essence, avec des centrales à charbon, etc., eh bien, on ne respirera plus sur cette planète. C'est l'Afrique, mais c'est la planète qui va souffrir. Donc l'innovation est nécessaire au développement de l'Afrique, non seulement pour l'Afrique, mais pour le reste du monde. Et moi, ce qui me rend très optimiste, c'est qu'encore une fois, l'Afrique s'appuie sur une jeunesse qui est la plus grande jeunesse du monde, qui est déjà et qui va être de plus en plus source de solutions et source de propositions. Et alors, comment on transforme cette jeunesse en solution? C'est, comme l'a dit Étienne tout à l'heure, en des collaborations. Ça va se faire, il faut qu'il y ait des collaborations, il faut que la vieille économie et la jeune économie travaillent, il faut que des entreprises internationales et des entreprises africaines travaillent ensemble, il faut que l'informel et le formel travaillent ensemble. C'est en travaillant ensemble qu'on va pouvoir traverser cette croissance et ce chemin de manière positive. On a beaucoup parlé du leapfrog africain dans le domaine notamment donc, du secteur bancaire, avec toute l'émergence des fintech. D'ailleurs, je crois que vous étiez dans la finance, peut-être vous pourriez en dire un mot. Et en parallèle, on parle beaucoup du concept de Smart City, qui est parfois un petit peu gadget, parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça renferme. Mais en revanche, est-ce que sur le modèle du leapfrog qui a eu lieu dans le domaine financier, on peut imaginer un leapfrog numérique et urbain? Est-ce que ça vous paraît juste du blabla ou est-ce que c'est faisable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver vraiment un modèle? Alors, pour revenir sur le secteur financier, il y a 10 ans, 12 ans, que ce soit à l'époque de Planète Finance ou à l'époque de Baobab, à la création de ces entreprises-là, je me disais, et beaucoup se disaient, on va digitaliser le secteur financier. C'était un doux rêve, mais qu'on n'arrivait pas à atterrir. Dans les 5 dernières années,
le secteur financier dans le monde, mais en particulier en Afrique, et encore plus dans les 6 derniers mois avec le Covid, c'est complètement digitalisé. Moi, j'avais entrepris la digitalisation de Baobab il y a 4-5 ans, mais aujourd'hui, l'ensemble des transactions, elles se font sur téléphone mobile. Qui ne connaît pas Orange Money ou M-Pesa, et ce qui, il y a 10 ans, paraissait un doux rêve, aujourd'hui, est le quotidien de centaines de millions d'Africains. Ça, c'est dans le domaine financier. Le crédit, aujourd'hui, se fait sur téléphone portable. L'ensemble des activités financières, les agences bancaires disparaissent en Europe, mais aussi en Afrique. C'est dans le domaine financier. Mais parler de la ville durable, dans le domaine de la ville, c'est quoi la ville durable? Ça donnerait quoi C'est appliqué à la ville durable? Étienne en disait un mot tout à l'heure. Le problème des villes africaines, c'est qu'elles se développent de manière horizontale. Bon, ça crée quoi comme problème? Les transports, la mobilité. Alors, quel type de mobilité innovante on peut imaginer? Bon, aujourd'hui, une grande partie des villes africaines, on a des mobilités qui se font via des motos, qui se chargent avec des piles à énergie solaire et qui se commandent avec des téléphones portables. C'est toujours des motos, mais elles sont vertes et elles sont digitales. Et elles permettent de faire du transport, que ce soit individuel, que ce soit du transport. Et on a des dizaines de start-up, que ce soit au Nigeria, une petite start-up franco-nigérienne d'ailleurs qui s'appelle Quick, qui fait ça à Lagos, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Kenya. On a des dizaines de start-up qui arrivent sur ces modèles nouveaux en reprenant une façon de... Pourquoi se transporter à Lagos, c'est quoi le moyen le plus efficace? C'est évidemment une moto, parce qu'il y a des embouteillages partout. Mais comment moderniser ça? On met du digital, on met du vert, et on a un transport qui est le transport de demain. Très bien, merci. Quand on parle d'innovation, on parle beaucoup de... Bon, on parle de jeunesse, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, on parle de ville durable. Comme on a dit, c'est un sujet finalement très large. Et donc, en fait, bien évidemment, on imagine que toutes les innovations vont être durables et qu'on ne va pas imaginer des nouvelles choses pour qu'elles ne le soient pas. Donc, finalement, le sujet est beaucoup plus large sur la question d'innovation. Donc, ma question, Sarah, c'est pour vous, quel contexte? Vous êtes entrepreneuse, vous-même, vous avez monté votre start-up, vous êtes une femme, vous êtes tunisienne. C'est quoi pour vous le contexte, le bon contexte, et quel message vous voulez passer pour qu'il y ait plus d'innovation et que justement cette jeunesse puisse s'emparer de cette problématique de l'innovation et faire sa ville à elle et son pays à elle, à lui? En fait, je vais citer un exemple. En 1972, le Club de Rome avait commandé au MIT une étude pour prévoir en fait si on continue dans cette trajectoire de développement, qu'est-ce qui allait se passer. Et ils ont prévu qu'en 2030, on allait épuiser toutes les ressources de la planète. On est en 2020, on est à la suite de la crise Covid. On voit qu'on a fait un choix dans les années 70, c'est le choix de la croissance. Et aujourd'hui, on commence à en payer les conséquences. Et ce n'est que le début. Et donc, évidemment que je pense que n'importe quel jeune aujourd'hui en Afrique a conscience de ça, en Afrique et ailleurs dans le monde. Mais le problème, ce n'est pas comment innover. Le problème, je pense que les idées, il y en a partout. Et en particulier dans les pays africains, pour cette jeunesse qui n'a pas accès au même confort, entre guillemets, que par exemple la jeunesse européenne, qui donc doit se débrouiller avec un système D en permanence. Le problème, c'est pas tant de trouver des idées, mais plutôt de réaliser ces idées. C'est un peu, du coup, c'est ma question. C'est-à-dire, comment ça se passe pour les financements? Comment est-ce qu'on fait grandir les startups? Peut-être vous pouvez partager avec nous votre vision de cet écosystème en fait qu'il faut mettre en place pour que l'innovation émerge. Vous avez l'air de rigoler, mais pourquoi? Oui, ça fait rire parce qu'on a ici deux exemples de l'écosystème à mobiliser pour cette jeunesse africaine. Des investisseurs à la fois sur des échelles microcrédit, micro-entrepreneuriat et macro, investissement dans les entreprises. Donc, comment créer les outils qui vont permettre de financer, de répondre aux enjeux des startups africaines d'aujourd'hui, qui aujourd'hui n'arrivent pas à accéder au financement parce que les financements ne sont pas adaptés à leurs besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour recevoir un investissement d'un fonds d'investissement européen, il faut avoir un chiffre d'affaires à au moins 6 chiffres. Il faut déjà avoir potentiellement un investisseur dans le board. Il faut avoir une affaire qui tourne déjà, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de jeunes qui démarrent, qui ont besoin de moyens qui ne sont pas forcément des grands moyens pour démarrer. Parfois, on parle de quelques milliers d'euros. Et ces milliers d'euros, pour les trouver, c'est très compliqué. Donc là, j'invite mes camarades à répondre. Est-ce que vous voulez répondre? Non, mais moi, je suis bien d'accord. Moi, je me suis engagé dans la microfinance il y a 20 ans, précisément parce que
l'accès aux services financiers dans les pays émergents, dans le monde entier, et en particulier en Afrique, était très déficient. En Afrique, on a aujourd'hui encore une majorité de pays où l'accès au crédit est réservé à une élite qui compose 20% de la population, et donc où l'essentiel de la population n'a pas accès. Néanmoins, ça évolue vite. Ça évolue vite. Pourquoi? Parce qu'il y a une classe moyenne africaine qui est en train de se créer, parce qu'il y a des fortunes africaines qui sont en train de se créer, parce que ça redistribue. Donc, ça évolue vite. À l'échelle d'un jeune, ce ne sera jamais assez vite, parce que c'est des dizaines d'années, mais entre ce que je voyais il y a 20 ans en Afrique et ce qui se passe aujourd'hui, il y a un continent. Étienne, est-ce que vous avez des exemples précis de grands groupes français qui justement ont joué le jeu pour faire émerger des entreprises et des start-up innovantes sur le continent? Oui. D'abord, je rebondis sur ce qu'a dit Arnaud. C'est vrai que c'est difficile de se financer en Afrique, mais surtout c'est très cher. Et donc ça demande un tel niveau de rentabilité des projets qu'on ne les fait pas. Donc c'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'il faut dérisquer l'Afrique, parce que si on paye cher, c'est parce qu'on fait payer une prime de risque aux opérateurs. Bon, je passe. Je peux juste revenir un mot sur la Smart City, parce que vous l'avez évoqué. Oui, d'ailleurs, vous n'avez pas répondu à la question. Je réponds maintenant, justement, je ne l'ai pas oublié. Parce que la Smart City, c'est un concept, moi, qui me va très bien, et je pense qu'il faut que tout le monde en soit habité. Mais je me méfie quand même des concepts trop généraux qui conduisent à envisager des projets gigantesques qui ne marchent pas. C'est-à-dire que si on attend de faire une Smart City à Lagos, si on attend de faire une Smart City à Abidjan ou à Nairobi, on risque d'attendre longtemps. On n'aura pas d'argent, on n'aura pas les opérateurs et on va se perdre et se noyer dans la bureaucratie. Donc moi, je plaide plutôt pour, tout en gardant à l'esprit le concept de Smart City qu'il faut faire par des petits projets où on allie le digital avec des services urbains définis. Il faut définir un service. Je veux transporter les personnes de tel endroit à tel endroit. Je veux apporter la santé dans tel quartier. J'ai besoin d'apporter de l'eau dans tel autre quartier. Ça, c'est un projet défini. Et comment le digital peut-il apporter des services là-dessus? Et puis là-dessus, vous ajoutez aussi la capacité d'innovation des start-upers ou des jeunes entreprises, des jeunes pousses africains. Vous mettez tout ça ensemble et là, on va inventer plus vite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste un truc à faire. C'est qu'il faut une plateforme où les gens se rencontrent. Et ça, elle n'existe pas encore partout. Alors, ce serait quoi une plateforme où les gens se rencontrent? Mais il faut que les pouvoirs publics qui vont générer ou plutôt expliquer ce service urbain nécessaire, que les start-up africaines ou l'innovation africaine et un peu la vieille économie qui est pleine aussi d'innovation française se mettent ensemble et dire voilà, on a tel service à remplir, comment on fait? Et aujourd'hui, ça reste encore quand même un peu une vieille méthode qui consiste à faire des appels d'offres internationaux. Donc c'est des plateformes d'appel à projet, mais qui seraient plus à l'ère du digital. Il faut beaucoup plus travailler sur l'appel à projet, qui veut dire qu'on a fait appel à l'innovation et à la créativité des entreprises, qu'elles soient africaines ou françaises, plutôt que l'appel à programme, qui consiste à dire je vais résoudre le problème de l'urbanisation de tel pays et on va envoyer 3 ou 4 milliards d'euros de subventions. Je préfère qu'on fasse appel à la créativité des entreprises qui est sans limite. Tout à fait. Et c'est peut-être aussi les procédures et la manière de faire qui donnent la lenteur et peut-être la lourdeur. Tout à fait. Vous avez compris ce que j'ai dit au début, c'est qu'on est dans une course contre la montre. 950 millions de nouveaux habitants dans les villes dans les 30 ans. 30 ans, c'est une demi-génération. Complètement fou. Bien sûr. Sarah, justement, je le disais, vous êtes membre du CPA. Quelle est la vision du CPA sur toutes ces problématiques et comment, justement, concrètement, le CPA peut faire avancer et rapprocher? Étienne parlait de collaboration. Nous, en fait, au niveau du Conseil présidentiel pour l'Afrique, l'année dernière, on préparait le sommet Afrique-France des villes et territoires durables qui n'a malheureusement pas eu lieu. Et en fait, on a organisé des collabs, des rencontres entre entreprises et start-up et pouvoirs publics dans plusieurs villes d'Afrique de l'Ouest, en partenariat avec l'association Make Sense. Et ça a permis en fait de mettre en lumière de nouveaux projets et de sortir de nouveaux projets, notamment à Abidjan. Donc ça, c'est l'une des contributions que l'on a eues. Après, le Conseil présidentiel, donc au quotidien, en fait, a pour rôle de faire remonter des attentes aussi de la jeunesse africaine, mais aussi des diasporas en France, des diasporas africaines. Et pour ce faire, on organise beaucoup de rencontres. Donc, on est un peu une plateforme. En tout cas, on essaye de l'être, de connecter donc, les attentes des personnes et les solutions que peuvent apporter les pouvoirs publics français
sur les diverses thématiques, l'éducation, l'entrepreneuriat, l'environnement. Sur les questions d'environnement, par exemple, on participe à l'organisation du One Planet Summit qui aura lieu le 11 janvier prochain à Paris, et donc à promouvoir des solutions africaines. Donc on travaillera par exemple à une mobilisation internationale autour du projet emblématique de l'Union africaine qui est le projet de la Grande Muraille Verte qui fait vivre plusieurs millions de personnes en Afrique subsaharienne. Très bien. Dites-nous peut-être un petit mot sur le prochain sommet, parce qu'on a beaucoup parlé du sommet qui a été annulé, mais enfin, il y a quand même un sommet donc, en 2021 donc à Montpellier, qui va être d'une dimension et d'une manière de faire un peu différente, qui, je crois, met la formation au cœur du sujet. Vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, le sommet Afrique-France Nouvelle Génération Post-Covid va mettre au cœur deux choses, la jeunesse d'une part, et aussi la question santé globale. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle plus des villes, mais plus globalement de la santé, du lien entre santé humaine et santé des écosystèmes et donc de l'environnement. Et placer la jeunesse au cœur, c'est renforcer les programmes d'accueil des étudiants africains, notamment dans des questions clés comme l'agriculture. C'est mettre en place des programmes pour les diasporas. Donc c'est tout le travail qu'est en train de faire le Conseil présidentiel avec ces débats sur l'entrepreneuriat pour mettre en lumière des initiatives et créer des programmes pour les accompagner. Tout ceci donc sera annoncé dans les 6 prochains mois et on est à la recherche d'idées, de propositions pour faire vivre ce forum qui aura lieu à Montpellier en juillet. Très bien, merci beaucoup. On va conclure car il ne nous reste pas beaucoup de temps et je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, que la formation et l'accueil en fait des étudiants est vraiment le cœur et le cœur même de la perception. Je sais que dans le cadre du baromètre que vous présentez, vous avez présenté chaque année, vous aviez souligné le lien entre la perception qu'on a d'un pays et le fait d'y avoir fait ses études. Donc le fait que les Africains fassent leurs études et qu'il y ait des échanges au-delà des start-up, des échanges vraiment d'étudiants, c'est au cœur quand même de la stratégie que la France doit mettre en place. Et qu'est-ce que fait du coup le CIAN à son échelle pour faire en sorte soit qu'il y ait plus d'étudiants, soit qu'il y ait des formations, enfin bref, que il y ait cette notion vraiment d'apprentissage. Si vous pouvez me répondre à cette question et dire un petit mot de la fin. Voilà. Oui, on ne s'occupe pas de tout, mais enfin, Sarah a raison. La formation en France des étudiants africains est très importante et il faut ouvrir les portes là-dessus, aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau tarif d'inscription, qu'au niveau visa. C'est un sujet, mais je vais faire la parenthèse parce que c'est un peu hors de notre sujet. Nous, ce qu'on fait au CIAN pour essayer d'améliorer la formation, notamment professionnelle, qui va jusqu'au digital et à l'innovation, c'est qu'on essaye d'amener, à travers un programme qui s'appelle RH Excellence Afrique, on essaye d'amener les établissements de formation existants à un niveau d'excellence pour qu'ils délivrent une formation plus appropriée et plus correcte. Et deuxièmement, de favoriser le dialogue entre les établissements de formation et les entreprises. C'est bien gentil de former beaucoup d'avocats, de sociologues, etc. Mais s'il n'y a pas de boulot à la sortie, ça ne sert à rien, au contraire, ça va frustrer. Ce qu'il faut, c'est aussi former des gens, Bac-2, Bac+2, Bac+3, des techniciens, des ingénieurs qui vont trouver un job à la sortie et qui vont rendre des services et servir l'innovation. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Très bien. Merci beaucoup. Merci Étienne. Je me tourne vers Arnaud pour un petit mot de conclusion sur Share Africa et la jeunesse. Et on terminera sur la question de la jeunesse et de Share Africa. Merci Delphine. Bon, déjà en conclusion, je voudrais vous remercier et remercier la tribune parce que lancer en quelque sorte le forum Share Africa lors du forum Zéro Carbone, alors que Share Africa sera autour effectivement de la jeunesse, de l'innovation, de la créativité et de l'environnement, est plus qu'approprié. Et puis de le faire à côté de Sarah, alors qu'effectivement on va faire Share Africa à Paris le 2 et le 3 juillet à la veille du forum, donc on sera un peu la préparation, la répétition du forum du sommet à Montpellier, ça paraît tout à fait opportun. Je veux aussi annoncer et préciser qu'effectivement, avant ce forum de juillet, on a prévu une série d'actions, donc un certain nombre avec vous, dont on vous reparlerait peut-être, autour d'un certain nombre de sujets pour... on est encore dans un monde digital, hein, on l'a dit beaucoup, on est dans un monde de webinaires, on le voit aujourd'hui, où les conférences, on espère que Share Africa sera en live, physiquement, à Radio France, le 2 et 3 juillet,
à mon avis, c'est tout à fait possible en juillet. Mais d'ici juillet, on va encore beaucoup être enfermés. Donc, on va le faire vivre, ce forum en ligne, et on va commencer à créer cette communauté. Peut-être, comme le disait tout à l'heure Étienne, à créer cette plateforme qui permet aux gens d'échanger, de travailler ensemble, de se rencontrer pour monter ces projets, ces collaborations autour d'innovation, de la créativité et de l'environnement. Très bien, merci. Je le disais en introduction, la dimension partenariale me semble très importante. Et donc, la Tribune Afrique sera ravie d'être partenaire donc, de Share Africa et d'envisager, avant la réunion physique, je l'espère bien, donc au mois de juillet prochain, un certain nombre d'émissions Connect Live 54 qui sont les émissions qu'organise la Tribune Afrique. La Tribune Afrique aussi qui s'est penchée donc là c'est notre nouveau numéro sur le digital, la révolution digitale sur le continent. Je le disais, il y a une formidable accélération. Je vous offre à chacun d'entre vous ce hors-série de la Tribune Afrique. Voilà, tenez. Et puis, merci beaucoup. Et puis, chers internautes, nous vous donnons rendez-vous dès demain, donc à 9h, en direct toujours de l'Hôtel de Ville, pour la journée internationale de notre forum Zéro Carbone, dans le cadre des 5 ans de l'accord de Paris, dont l'anniversaire aura lieu samedi. Je vous remercie beaucoup, chers internautes. Merci, chers invités. Bonne soirée.